matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Yves Pozzo-di-Borgo. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes sénateur UDI, ancien sénateur UDI jusqu'en 2017, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat, ancien conseiller de Paris. Et la Commission des Affaires européennes aussi. Et la Commission des Affaires européennes, représentant au Parlement français, au Conseil de l'Europe également. Beaucoup de choses à dire sur ce qui vient de se passer, évidemment, Yves Pozzo-di-Borgo, on va y revenir. Mais ma première question, ce sera celle finalement d'un vote sanction contre Emmanuel Macron. Alors qu'Emmanuel Macron, pendant toute la campagne, c'était plutôt l'Europe, c'est ce qui va nous sauver. L'Europe, c'est la paix. Et la Russie sont nos nouveaux ennemis. Ennemis, entre parenthèses, sous-entendu nazis par moments, c'est un peu ce qu'on entendait. Célébrons le sacrifice de nos aïeux. Soyons prêts à le répéter. C'est aussi ce qu'on a pu entendre entre les lignes. D'ailleurs, je vous propose de réécouter cet extrait du 80e anniversaire du débarquement où Emmanuel Macron parlait de grands sacrifices. Alors que les périls montent, comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Voilà, on avait aussi entendu que l'Europe, c'était les vaccins, que les conservateurs, c'était donc indirectement l'hydroxychloroquine, cité par Emmanuel Macron. L'Europe, c'était également les préservatifs. C'est Gabriel Attal qui l'a rappelé dans une vidéo TikTok. Enfin bref, l'Europe a été censée nous sauver de tout. Et même Gabriel Attal donc, a continué cette comparaison avec la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-le. Car la compétition économique fait rage entre les États-Unis et la Chine et que l'Europe pourrait être distancée si elle ne prend pas son destin en main. Oui, l'Europe est mortelle parce que la guerre frappe à nos portes, car les bombes pleuvent en Ukraine, sur la démocratie, sur nos valeurs, et que nous savons très bien que si la Russie gagne, elle n'en restera pas là. Oui, l'Europe est mortelle parce qu'elle sait désormais qu'elle ne peut pas compter éternellement sur les États-Unis pour la défendre et qu'elle a besoin de se protéger elle-même. Oui, l'Europe est mortelle, car les défis se multiplient face au dérèglement climatique, face aux géants du numérique, face à l'intelligence artificielle, et que ce n'est qu'à 27 que nous pourrons les relever. Alors les choses sont claires. C'est soit la force de l'union, soit le risque de la disparition. Eh bien, les choses ont été claires lors de ce vote. Yves Pozzo-di-Borgo, c'était plutôt de très loin même, un vote sanction contre, en tout cas, cette politique. Alors, est-ce que c'est la politique européiste et l'Europe vue par Emmanuel Macron qui a été sanctionnée ? D'abord, s'il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que c'était des élections européennes. Oui. Déjà, la campagne, beaucoup tournée sur les problèmes français, ce qui est classique. Alors que se posent à l'Europe de très gros problèmes. Notamment, nous avons eu une Commission européenne la plus mauvaise de tous les temps, qui a endetté l'Europe, qui a une stratégie mortifère au niveau des vaccins, qui est entrée en guerre alors que l'Europe a été créée pour la paix. Elle est entrée en guerre parce que c'était l'Europe qui était responsable des accords de Minsk, et c'est parce qu'elle n'a pas fait respecter les accords de Minsk qu'il y a eu cette guerre en Ukraine. Et c'est vrai que, et nous avons deuxièmement aussi en Europe de plus en plus des effets liberticides, notamment sur la communication. Donc c'était une campagne européenne et nous attendions un résultat européen. Et qu'est-ce que nous avions dès le soir même ? En fait, un débat français qui reprenait avec beaucoup de force, alors que toutes les choses se passent à Bruxelles. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est que ce résultat des élections européennes, on pourrait dire que c'est le succès du Front National. Je ne crois pas. Je crois que la chose la plus importante est vraiment l'échec, mais historique, d'un président de la République. Quand vous pensez que ce président de la République a réuni plus de 4 partis, 4 partis politiques, qui sont des partis historiques, pour prendre le MoDem, qui est l'ancien UDF, qui a dirigé la France très longtemps. 4 partis sont partis. Le parti du ancien Premier ministre, Horizon. Le parti de François Bayrou, le MoDem. Le parti radical, qui est un parti historique qui ne représente plus grand-chose, mais quand même. Et cet assemblage de 4 partis n'a pas été capable
doit obtenir plus de 14% des voix. C'est historique. C'est historique. Et la logique de la Constitution, je dirais même pas la logique gubelienne, parce qu'on a beaucoup oublié dans cette Constitution, aurait été que le président de la République démissionne et quitte le pouvoir. C'est la logique, mais la plus normale. C'est la logique qui aurait dû être la logique historique. Non, qu'est-ce que nous avons ? Un président de la République qui continue à jouer avec les Français et qui impose une dissolution. Oui, alors justement, pourquoi la logique gaulienne aurait voulu cette démission plutôt qu'une dissolution ? Je ne suis même pas sûr que ce soit la logique gaulienne, je crois que c'est la logique de la Constitution. Quand vous pensez que le général de Gaulle, je crois qu'en 1969, il avait dû obtenir 48 ou 47% des voix. C'était pour lui un échec. Il a démissionné. Quand vous pensez que Emmanuel Macron, qui s'engageait à fond derrière Madame Valérie Ayer, il aurait peut-être pu d'ailleurs être beaucoup plus distant sur cette candidature. Oui, il aurait pu se préserver. Il s'est vraiment engagé. Enfin, c'était vraiment de façon même caricaturale. Gabriel Attal aussi. Pour intervenir, en plus de ça, dans une campagne de façon vraiment cynique, alors que ce n'est pas à lui à s'intervenir dans la campagne européenne, et qui n'obtient que 14%. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit une logique gaulienne ou une logique constitutionnelle, c'est le bon sens. Quand vous êtes rejeté par votre pays, que vous ne faites plus que 14% des voix, mais l'honneur voudrait que vous démissionnez. Ça me fait penser à Hidalgo, qui était maire de Paris, qui au dernier présidentiel, je crois, a fait à Paris 3 ou 2 ou 3%, mais je ne sais même plus, et qui reste au pouvoir. Mais quand je pense, moi, à tout, quand je revois l'histoire de France, je revois encore, je ne sais plus pourquoi, j'étais encore étudiant en 93, c'était 93 ou non, non pas 93, c'était bien plus tôt, c'était je crois des années 73 plutôt, ou 74, non avant 73, de législative 73. Vous aviez des ministres très importants qui avaient été battus aux législatives. Ils ont tous démissionné. C'était l'honneur de la politique que quand vous aviez une élection, quelle qu'elle soit, que ce soit une élection municipale, une élection législative, notre élection, et que l'opinion publique et que vos électeurs ne vous reconnaissent plus, eh bien vous considérez que quelle que soit l'élection, vous devez quitter le pouvoir. Et c'est une logique de bon sens, c'est une logique d'honneur de la politique, c'est une logique de la morale de la politique. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un président Macron qui s'accroche au pouvoir, qui nous impose une des solutions de façon où le débat sera très court, il sera pratiquement impossible d'avoir un débat, pratiquement avant les vacances, avant les Jeux Olympiques, avant mais on est dans un autre monde. Je crois qu'on a un président qui vit dans un monde qui n'est pas le monde de la réalité. On le voit très bien d'ailleurs quand il parle, c'est du théâtre, constamment du théâtre. Mais c'est du cynisme aussi. Je ne suis même pas sûr que c'est du cynisme. Je me demande d'ailleurs si nous avons hérité de quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour ce poste. Et il ne fait pas de la politique, mais peut-être cherche-t-il, juste comme le disait Guilain Benessa juste avant, à s'accrocher à un pouvoir, l'appât de la gamelle. Et vous l'avez dit, finalement, lui, il reste en place et il remet la place de ses députés en question, mais ce n'est pas à lui d'affronter finalement l'affront justement qui vient d'être fait au niveau des élections. Je ne pense pas qu'il reste dans la logique de la gamelle. Je crois qu'aussi, c'est peut-être vous qui avez raison, je crois qu'il y a aussi un cynisme chez lui qui est très fort. Alors moi je suis très dur, je l'ai connu à l'époque quand il était ministre de l'économie, j'étais sénateur, et je n'ai jamais adhéré à ce personnage. J'ai bien vu déjà dès le départ ses défauts, et mes amis me critiquaient en disant oui, c'est rare, parce qu'il y a eu beaucoup de... Mais vraiment, dès le départ, je ne pouvais pas. D'ailleurs, je me souviens quand on parlait avec lui, j'étais toujours très mal à l'aise. Je me souviens encore, j'ai retrouvé récemment un film lorsqu'il est venu à la mairie de Paris et il est passé à côté de moi et moi je me suis retiré, j'avais pas envie de le saluer parce que je sentais que c'était pas quelqu'un qui était fait pour ce pays, on le voit d'ailleurs. Alors moi je crois que dans cette affaire, il faut pas sous-estimer cette affaire. Il y a d'abord la dissolution, on ne sait pas qui va gagner les élections, ça peut être très bien la gauche. La gauche peut se réunir, même si elle est complètement divisée sur ces thèmes, mais on a bien vu hier qu'ils ont compris qu'il fallait se diviser. Oui, se réunir. On a deuxièmement, et on risque de retrouver la situation qu'on avait à Paris, où vous aviez à l'époque une Rachida Dati qui pouvait gagner la ville de Paris, mais vous aviez tout le camp d'Emmanuel Macron qui restait, qui a maintenu ses candidatures et qui a fait qu'elle a fait battre Rachida Dati, qu'Hidalgo est resté maire de Paris. Et on risque d'avoir la même chose. On risque d'avoir la même chose, c'est-à-dire d'un côté la gauche,
de l'autre côté le Rassemblement national, et au milieu les restes de ce qu'est le macronisme, c'est-à-dire le parti Renaissance, les centristes, enfin, ceux qui restent des centristes, parce que vraiment il ne reste plus grand-chose, bien qu'ils soient très forts au Sénat, et puis aussi très certainement la question des LR. Et en fait, on ne se rend pas compte que les LR dans cette affaire ont une situation, même s'ils ne représentent que 7 à 8%, sont la clé de voûte de ces élections. Pourquoi sont-ils la clé de voûte de ces élections ? C'est un petit peu comme en Italie. Vous aviez à l'époque une image très négative sur Mélanie. On disait, mais Mélanie, c'est l'extrême droite, c'est les fascistes. Tout ça est ridicule. On voit très bien qu'elle dirige le pays, et bien dirigée d'ailleurs, puisqu'elle vient encore de conforter sa position en Italie, qu'elle s'est unie avec ce qui était l'air, c'est-à-dire l'ancien parti de Berlusconi, qui était le correspondant des LR au PPE, qu'elle s'est unie avec d'autres partis qui étaient considérés comme nationalistes, c'est-à-dire et que ça marche très bien. Et Salvini, ça marche très bien. Et alors la question qu'on se pose les LR, est-ce qu'ils vont suivre un petit peu, je crois que c'est un peu la logique de Larcher au président du Sénat, enfin je ne sais pas, on verra bien comment ça se passe, et qui vont donc soutenir, passer des accords avec les gens de chez Macron, et qui soient d'ailleurs, ils referont un peu le même score. Les LR vont encore s'affaiblir s'ils vont avec Macron, et on risque d'avoir évidemment un débat gauche, c'est-à-dire la gauche, et puis un débat avec les RN, et ça risque, c'est en fait cette répartition à 3 qui risque de faire façon, une majorité qui n'existera pas. Le placement, alors, on a bien vu en effet LR faire le jeu et s'allier régulièrement avec les macronistes, et d'un autre côté se boucher le nez vis-à-vis du Rassemblement national. On voit mal comment aujourd'hui ils pourraient parler d'alliance de droite avec le Rassemblement national. C'est tout le problème. C'est-à-dire que la plupart des partis ne réfléchissent pas. Ça les arrange, si vous voulez, d'avoir une image négative du Front National. On voit très bien que le Front National, c'est quoi le Front National ? Quand on connaît l'histoire politique, c'est le RPR des années Chirac, c'est-à-dire des années quand Giscard était président de la République. Vous aviez, et encore, je pense au RPR d'ailleurs, qui est beaucoup plus à gauche que ce qu'il était à l'époque. Parce qu'il y a quand même des thèmes au Front National, au Rassemblement National. Donc c'est un Rassemblement National qui a changé, enfin qui vraiment, où on ne peut pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on critiquait à l'époque. Et là, c'est ce refus de voir ces changements de la part de la classe politique. Hier, j'étais surpris de voir que toute la gauche, tous les gens qui intervenaient sur les plateaux, prenaient à partie le Front National. Je crois que la seule personne qui a été... C'est une stratégie, ça, encore. Oui, mais c'est une stratégie. Sont sincères ? Non, mais je ne suis pas sûr que ce soit sincère, mais c'est une stratégie qui correspond plus à la réalité. Je crois que la seule, d'ailleurs, qui a été assez nette là-dessus, pourtant elle est très engagée avec Macron maintenant, c'est Rachida Dati. Il a dit, mais attendez, on ne peut pas mépriser 40% de l'électorat français. Elle a tout à fait raison. Oui. Alors, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, cette donc, campagne d'Emmanuel Macron qui a été beaucoup menée, en tout cas sur la question du parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et puis cette potentielle Troisième Guerre mondiale qui arrive, dont il ne parle pas, mais qui est quand même dans toutes les têtes quand il parle de grands sacrifices et d'ennemis russes et de guerre pour la démocratie et les valeurs européennes en Ukraine. Est-ce que finalement c'est aussi là-dessus un plébiscite, ou plutôt un grand non qui a été envoyé à Emmanuel Macron lors de ce vote sur cette question-là ? Est-ce que ça a pu effrayer les Français ? Bon, je pense qu'il fait beaucoup de théâtre et qu'il a utilisé ces thèmes-là pour essayer de mobiliser la France pour son parti. Ça n'a pas réussi. Je crois qu'aussi, on le voit d'ailleurs en Europe, dans tous les votes en Europe, les gens sont fatigués de cette guerre qui n'est pas la leur. Alors évidemment, le problème des Ukrainiens, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui ont les morts, c'est eux qui ont les soldats qui meurent. Et en fait, l'Europe a une très grande responsabilité. Ce que je dis, moi j'ai participé j'ai suivi les accords de Minsk au Sénat. L'incapacité de l'Europe à imposer les accords de Minsk parce que les Américains ne voulaient pas. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le président Macron avait bien compris cela, puisqu'en 2019, il avait réuni Zelensky et le président Poutine pour espérer arriver à faire appliquer les accords de Minsk. On ne peut pas lui reprocher ça. Je crois même d'ailleurs qu'il en a reparlé lorsqu'il s'est rencontré à Poutine avant l'invasion de la partie de l'Ukraine par les Russes. Mais le fait est que les Américains nous ont imposé une stratégie, nous ont imposé une guerre. Et je crois que profondément, on le sent d'ailleurs dans tous les votes, il y a une fatigue de cette guerre. Et les gens vraiment ont envie d'arrêter tout cela. Mais vous croyez que ça va être entendu, ça ?
Alors le problème, c'est que malheureusement, j'ai peur qu'en Europe, pas beaucoup de choses. Alors, je vous disais, moi je considère que la commission sortante est la plus mauvaise que l'on ait connue, avec Ursula von der Leyen qui est corrompue, on le voit très bien, il y a des procès en Belgique contre elle pour cette corruption. C'est elle qui nous a imposé la guerre, c'est elle qui nous a imposé des stratégies c'est elle qui sanitaire, c'est elle qui nous a également nous endettés. Pour la première fois, l'Europe va avoir 1000 milliards de déficit, et ce n'est qu'un début. C'est elle qui Et c'est compliqué pour l'Europe d'avoir du déficit. Mais bien sûr, et elle nous impose, et surtout elle nous fait un plan de relance qui va nous coûter énormément. Elle valide aussi un fonds de 100 milliards de Thierry Breton qui va surtout servir à acheter des armes aux Américains. On a vraiment un problème. On pensait vraiment qu'au moins avec la montée, il y a quand même, il ne faut bien pas oublier que quand on voit les résultats européens, il y a presque un quart des gens qui sont des partis qu'on peut dire nationalistes, disons patriotes, je n'aime pas le mot nationaliste, et qui sont... Alors, le problème, vous savez comment ça se passe en Europe, c'est que le président de la Commission est choisi dans le parti le plus important. Or, il faut savoir que quand vous accumulez tous les partis patriotes, ils pourraient être premiers. Ils sont pratiquement à touche-touche avec le PPE. Ils pourraient même être devant le PPE. Alors, on revient justement sur cette proposition que vient de formuler il y a une semaine Marine Le Pen de réunir les groupes Identité Démocratie et ECR. Donc, le groupe dans lequel elle est, majoritaire Identité Démocratie, mais qui réunit aussi le parti de Salvini en Italie. Et puis ECR, donc, qui est notamment le groupe dans lequel est Giorgia Meloni, mais dans lequel va être Reconquête. C'est le bon sens. C'est le bon sens, parce que d'abord, ça permettrait... Dans ces cas-là, alors qu'il y a deux autres partis, disons patriotes, ça permettrait au moins d'obtenir la troisième place de leur rapport de force au sein du Parlement européen. Là, si vous voulez, s'ils ne se réunissent pas, ça veut dire que c'est toujours les trois grands partis, le PPE, les socialistes et les libéraux de Macron, qui vont continuer à diriger l'Europe, et avec les dégâts que ça a fait. Et c'est vrai que Marine Le Pen a tout à fait raison de cela. Mais j'ai peur que l'influence américaine, qui est très forte, il faut bien savoir que vous n'avez pratiquement aucun commissaire européen qui est nommé s'il n'y a pas l'accord des Américains. Il faut bien savoir aussi que les Américains... Comment ça se fait, ça ? À quel moment ils interviennent ? Ils interviennent de façon très discrète. Le pouvoir américain, d'une façon, enfin, de dire, est énorme en Europe. Enfin, je veux dire, quand on parle d'influence russe, tout le monde rit, parce que quand on connaît l'influence américaine... Mais vous voulez dire que les Américains ont validé ou même mis en place Ursula von der Leyen ? Ah, mais bien sûr que ça a été validé avant, tout ça. Mais bien sûr. Alors évidemment, ça ne se fait pas publiquement. Il n'y a pas de grande conférence de presse pour annoncer ça. Mais tout ça, de façon discrète, c'est par le gouvernement américain qui valide énormément de choses. Alors, l'Europe est devenue... Alors, moi, je trouve que c'est très important. L'Amérique, c'est un grand pays. J'ai même été young leader américain en Amérique. Je trouve que c'est vraiment un allié très important pour nous. C'est toujours des amis politiques. Sauf que devant la faiblesse de la classe politique de chaque pays d'ailleurs, et de la faiblesse de la classe politique européenne, nous sommes devenus en fait des sortes de subalternes, enfin des sortes des vassaux. Des vassaux complètement des États-Unis. Et en plus, qui se fait dans le détriment. Alors, si on revient à l'idée de ce groupe, de grand groupe de droite, patriote, nationaliste, on l'appelle comme on veut, souhaité par Marine Le Pen et validé par Viktor Orban, vous pensez que ça se serait bloqué au niveau américain ? C'est possible, ça, qui bloque non, ça, ils peuvent pas le... Ah oui, moi, je pense que oui, sur Mélanie, bien sûr. Et oui, parce que Mélanie, si vous voulez, c'est pas qu'elle est plus pro-américaine, il ne faut pas oublier quand même que l'Italie est complètement dépendante des États-Unis, qu'une grande partie de la politique italienne est faite par les États-Unis. Il ne faut pas oublier... Mais pourquoi les pieds et mains liés par quoi ? Parce que d'abord au niveau financier, et puis sur beaucoup de choses, c'est toute une tradition. Les États-Unis ont toujours été un acteur important de la politique italienne. Rappelez-vous, quand Aldo Moro avait dit « moi je voudrais gouverner avec les communistes », mais il a été enlevé, enfin on sent très bien que c'est une opération de la CIA, il a été enlevé et puis assassiné. Il ne faut pas oublier que la présence, et d'ailleurs une tradition assez forte de tous les partis italiens, des liens avec les États-Unis. Il y a une partie aussi, je veux dire, pas oublier l'histoire aussi. Oui, vous avez raison de le rappeler. Et voilà. Et ça, donc Giorgia Meloni est finalement dans quelle bien sûr. Et configuration, d'ailleurs, Draghi, qui était le prédécesseur de
Mélanie, a vu Mélanie, qui apparaissait comme une candidate d'extrême droite, enfin caricaturale, enfin toujours la presse est excessive, et qui lui a arrangé pour Mélanie les relations avec les États-Unis. Draghi est un homme des Américains, c'est chez Goldman Sachs, qui a été la BCE. D'ailleurs, on parle de lui d'ailleurs comme successeur de Van Leyen, mais je ne pense pas, enfin je sais pas, on verra bien si c'est du théâtre ou si c'est ça. Mais l'action des Américains sur les Italiens, sur Mélanie est importante. Et d'ailleurs, Macron est allé voir Mélanie. Il a dit pas question que vous associez. Alors Macron est un peu l'homme des Américains aussi. Oui. Vous savez, dans la Commission européenne, il y a toujours eu des. Chacun a son homme. Non, mais c'est pas ça. Mais ça a toujours été le cas. Oui. Ça a commencé avec Monnet, qui était l'homme des Américains. Bien Après sûr. ça, vous avez eu un tas de. Bon, je ne connais pas tous les gens qui ont été les hommes des Américains, mais par exemple Barroso, qui était carrément l'homme des Américains. En même temps, il a été le patron du Gavi. Enfin, et il y a toujours, de la part des Américains, quelqu'un qui est un peu l'opérateur. Et c'est vrai que Macron est un peu l'opérateur des Américains en Europe. On l'a encore vu d'ailleurs, ces discours complètement dithyrambiques. On a vu ces mots d'amour pour Emmanuel Ces mots d'amour, Macron. enfin, On peut les entendre d'ailleurs. Ce sera notre dernier extrait sonore. Emmanuel Macron qui pendant qu'il était avec Joe Biden, lui rappelait tout l'amour qu'il portait aux Américains. On va écouter ça. Et pour cela, Monsieur le Président, je vous remercie d'être le président de la première puissance mondiale, mais de le faire avec la clarté et la loyauté d'un partenaire qui aime et qui respecte les Européens, et celui qui veut justement bâtir ces accords, de l'Ukraine au Proche-Orient en passant par ce que nous voulons maintenant reprendre sur le plan économique. Merci d'être présent sur tous ces dossiers et merci une fois encore d'honorer Paris, la Normandie et la France de ces célébrations et de cette visite d'État avec votre épouse. Merci, Président. Écoutez, mais quand j'entends ça, mais quand vous pensez que les Américains ont humilié les Européens en leur imposant, alors qu'ils avaient signé les accords de Minsk, ces accords de Minsk qui avaient été validés par les 28 pays, dont les Anglais, en février 2015, et que ce sont les Américains qui ont humilié les Européens en leur disant « vous ne respectez pas ces accords ». Quand vous pensez que la guerre en Ukraine, ce sont les Américains qui ont imposé ces sanctions qui se retournent contre nous, quand vous pensez... Que ne respectent même pas les Américains. Que ne respectent même pas les Américains. On l'a vu tout à l'heure avec sur l'affaire de l'uranium ou du gaz d'ailleurs. Oui. On n'est pas persuadé que dans le gaz de schiste qui nous est vendu, il n'y a pas du gaz russe aussi. Enfin, non, mais c'est surréaliste. Et quand vous pensez aussi, mais pour prendre l'exemple du gaz, quand vous saviez qu'avec la Russie, c'est Merkel qui avait, et Merkel et Hollande, moi j'étais avec le président Mestrallet, président d'Engie, et quand il est allé rencontrer Miller à Saint-Pétersbourg, je crois en 2014, pour mettre en place le Nord Stream 2, dans l'avion, il m'a bien dit, oui, le président Hollande est tout à fait d'accord, mettons 1 milliard pour refaire Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'était aussi un tuyau qui était franco-allemand, qui n'était pas uniquement russe. Et quand vous savez que personne ne doute que ce n'est pas les Américains qui l'ont fait sauter, d'ailleurs il n'y a pas grand monde qui pouvait faire sauter ce truc, et qui surtout fait que maintenant, il nous manque énormément. Vous savez que l'industrie, c'est le gaz, c'est l'énergie. Il nous manque cette énergie. Les Allemands en paient les conséquences. Et qu'en plus de ça, on est obligé d'acheter, d'ailleurs la France est devenu le plus grand acheteur, du gaz de schiste qu'on interdit chez nous. On l'achète aux États-Unis, mais est beaucoup plus cher que le gaz russe, et moins bon d'ailleurs. Mais on moins se demande, écolo. et moins écolo. Et quand vous pensez que le président Macron sort ses paroles devant le président des États-Unis... En parlant d'un président américain qui aime et qui respecte les Européens. Alors que les Américains, actuellement, c'est un peu le problème des Américains, ont un cynisme à l'égard de l'Europe qui est extraordinaire. Et vous avez, on a l'impression, vous savez, c'est une sorte de pièce de théâtre, vous avez la personne qui est flagellée, qui dit continue à me flageller. Et c'est un peu ce que représente Macron dans ce discours qu'il a fait à Joe Biden. Vraiment. Mais est-ce que c'est aussi ça ma question? Est-ce que finalement tout ça n'a pas été compris par les Français et c'était aussi un vent de sanction et par rapport à cette campagne quand même très clairement belliciste, et puis à force de dire ingérence étrangère, mais cet aveuglement face à notre ami américain qui ne reste qu'un partenaire avec lequel il faut être soi-même, il ne faut pas être naïf, quoi. Certainement, enfin, il y a tous ceux qui travaillent sur l'opinion publique vont nous dire exactement les raisons de ce vote. Mais vous avez tout à fait raison, c'est une partie du vote. Est-ce que c'est la plus importante? Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour le dire. Mais je crois que là, les gens qui travaillent sur l'opinion publique, les différents sondages qui vont sortir sur le vote des Français, vont nous expliquer quelles sont les raisons profondes de ce vote. Mais une chose est sûre, ce vote dit Macron n'est plus crédible en France. C'est 14%. Je ne sais pas si vous imaginez, mais... Et vous avez encore la personne qui fait 14% qui reste et qui est encore un acteur important de la vie politique française et de la vie politique européenne. C'est là où on se dit, mais
la démocratie a beaucoup de faiblesses. La démocratie a beaucoup de faiblesses et pourtant on a de nouveaux rendez-vous pour voter maintenant le 30 juin. Comment vous voyez, ce sera ma dernière question, ces élections? Est-ce que vous considérez qu'elles peuvent redonner un petit peu de véritable politique à notre pays et peut-être aussi de légitimité politique et électorale, donc de véritable démocratie, ou est-ce que finalement tout ça n'est qu'un leurre? Non, on verra bien, ça c'est les Français qui vont décider. Nous risquons d'avoir une assemblée qui n'est pas majoritaire, et puis nous risquons d'avoir aussi une assemblée majoritaire avec avec le Rassemblement national, ce que je ne pense pas. Et il peut aussi avoir aussi une assemblée nationale majoritaire avec la gauche, ce qui est possible aussi. Donc je suis très interrogatif là-dessus. Je pense que de toute façon, quel que soit le résultat, même s'il y a une majorité qui sort, elle ne résoudra pas le problème des Français et surtout, elle ne résoudra pas l'affaiblissement de la France à l'égard de l'Europe, où des gens comme Van Leyen, qui a des grandes malchances pour nous, mais des chances pour elle, de rester la présidente de la Commission européenne, va continuer à contrôler le pays. Donc finalement, pas de véritable secousse ni au niveau national ni au niveau européen. Qu'est-ce qui pourrait faire vraiment renverser les choses? Il y a une secousse au niveau des élections. C'est qu'il y a quand même un tiers des partis européens qui sont des partis patriotes. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas unis. C'est la même chose, c'est ça. Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'union, si Mélanie bloque cette union avec Marine Le Pen, eh bien, pour l'Europe, ça ne sera pas une très bonne chose et pour nous, ça ne sera pas une très bonne chose. Eh bien, merci beaucoup Yves Pozzo di Borgo, je rappelle, ancien sénateur UDI de Paris entre 2004 et 2017, ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères, ancien vice-président de la Défense aussi, la Commission de la Défense au Sénat, ancien conseiller de Paris, ancien représentant du Parlement français au Conseil de l'Europe. Merci beaucoup à vous, on était également extrêmement nombreux ici, record d'audience ce matin. Merci pour cette confiance, merci pour votre soutien. En parlant de soutien, je vous le dis tout de suite, nous avons besoin plus que jamais de votre soutien pour finir cette année. Il nous manque 11 000 € pour finir la saison. Évidemment, on compte bien être là l'année prochaine pour une nouvelle saison. Vous avez été très nombreux, vous savez, on en est déjà à 175 000 abonnés YouTube. On vise les 200 000 pour la fin de l'été. Tout ça, c'est parce que visiblement, vous aimez ce rendez-vous matinal. Eh bien, on veut continuer plus fort. On va avoir des nouvelles émissions l'année prochaine. Tout ça, si vous nous soutenez. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut faire un don pour ceux qui peuvent nous faire un don aujourd'hui, ou alors un abonnement régulier et vous nous soutenez un petit peu tous les mois à partir de 5 € par mois, l'équivalent de 3 cafés. 3 cafés, un café chacun, Valentin, Malo et moi par exemple. Merci en tout cas à vous tous pour ce soutien. Et vraiment, n'hésitez pas, c'est maintenant pour finir l'année et en commencer une nouvelle avec un très très riche programme. Merci à vous tous. Demain, on parlait de politologues, de sondeurs. On donnera la parole à Jérôme Sotte-Marie qui évidemment va nous analyser ce bloc populaire. On va revenir sur les souverainistes. On va donner la parole aux souverainistes demain avec Philippe Murer et d'autres qui vont nous parler peut-être de l'absence de leur liste aux élections, mais aussi de ce qui peut être fait pour la suite et évidemment plein d'autres sujets avec vous. À demain, 7h30.